Allez, preview de la conférence Ouest, total preview, même formule que la semaine passée, messieurs, à l'Est. On va diviser un petit peu toutes les franchises de cette conférence en 3 catégories et ensuite on va analyser tout ça avec nos experts que l'on va vous présenter dès maintenant, les nouvelles têtes hype que vous verrez, j'espère, régulièrement sur nos antennes. On va accueillir d'abord l'un d'entre eux qui se situe à El Paso, qui va beaucoup nous parler des Lakers aujourd'hui, journaliste, il s'appelle Ilan Coupé. Bonjour Ilan. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être là, Ilan. On sait que les fuseaux horaires sont un peu décalés. On sait que le sport aux États-Unis n'attend pas. Donc merci de nous confier quelques minutes. Et on va parler avec toi donc des Lakers, de LeBron James notamment. Quelle saison peuvent-ils faire? C'est attendu, ces Lakers très très haut. À voir si ça peut se confirmer. Attendu très très haut sur le plateau, en tout cas. Voilà. Un autre journaliste, le présent et même le futur du journalisme qui a transité récemment du côté de San Antonio. Vous avez sûrement lu et vu quelques articles bien sentis dans les MOOC de Rivers et ailleurs. Il s'appelle Benjamin Moubèche et il est avec nous aujourd'hui. Salut Benjamin. Salut, comment ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, on va très bien, on est content de t'avoir Benjamin. On disait que tu étais encore proche de nous il y a quelques jours. Tu as fait le choix de t'installer à San Antonio aux États-Unis pour vivre une expérience qu'on espère incroyable, l'expérience Wemby. En quelques mots, comment tu peux justifier ton choix? Tout simplement, c'est un moment unique dans l'histoire du basket mondial et français. Moi, j'avais envie d'en faire partie, tout simplement. En tant que journaliste, on veut archiver ce moment historique, on veut vraiment être là quand il se passe des choses importantes. J'ai décidé de partir pour être là, tout simplement. Voilà, hype de Victor Wembanyama by Benjamin Moubèche, suivez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va y avoir énormément de contenu. On va regarder ça avec attention, Benjamin. Merci messieurs d'être là. On lance cette preview enfin. On va d'abord se faire une petite map un peu des moves hype de la conférence Ouest. On en a pris 5, les 5 plus importants selon nous. On vous les affiche. Chris Paul donc, qui arrive aux Warriors, Marcus Smart qui arrive aux Grizzlies, Bradley Beal qui arrive aux Suns, Dillon Brooks qui arrive aux Rockets, accompagné de Fred VanVleet, également Rockets. Matisse Keita, quel move te hype le plus? Je le répète, Chris Paul, Marcus Smart, Bradley Beal, Dillon Brooks ou Fred VanVleet? J'ai envie de dire Bradley Beal. Je pense que ça... Et Chris Paul aussi. Mais, Chris Paul aussi? Ouais, les deux, ça peut être... Celui qui me fait le plus réfléchir, c'est Chris Paul. Ok. Et celui qui, je pense, va être le mieux pour l'équipe, je pense que c'est Bradley Beal. Chris Paul te fait réfléchir? Ça me fait beaucoup réfléchir. Bon, ça fait réfléchir également Melvin qui n'est pas là avec nous, Melvin Carsanti qui va suivre les Warriors pour plusieurs médias et notamment pour Hype. On lui a posé la question de savoir comment les Warriors allaient jouer avec Chris Paul. On l'écoute et on débriefe ensemble. Une fois le choc de voir Chris Paul sous le maillot des Warriors passer, son arrivée, Sylvain, va offrir plus de diversité au jeu offensif de Golden State, avec forcément plus de pick and roll, qui est l'un des points de force de Chris Paul. Mais ce surplus de pick and roll va arriver dans le contexte des Warriors. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas d'un coup abuser de pick and roll, mais ceux-ci, au contraire, vont arriver dans leur mouvement offensif que l'on connaît. On l'a déjà vu lors du premier match de pré-saison ce week-end contre les Lakers. Si la défense ferme Steph Curry ou Klay Thompson dans leur mouvement, d'un coup, vous devez vous retrouver à défendre un main à main ou un pick and roll avec Chris Paul, qui a tout l'espace du monde parce que la défense est vraiment focalisée sur les Splash Brothers et sur leur gravité. Donc ça va forcément les aider. Et puis évidemment, quand on compare avec Jordan Poole, Chris Paul, c'est un maître de rigueur, c'est quelqu'un qui ne perd pas de ballon et c'est un des points faibles de cette équipe de Golden State. Donc je pense que ce mariage devrait bien marcher et une fois que Draymond Green va être de retour de blessure après 1 ou 2 semaines de saison régulière, je pense qu'on va voir Chris Paul petit à petit passer dans ce rôle de 6e homme que tout le monde l'attend, où il va pouvoir être vraiment le meneur de ce deuxième 5, le leader de ce deuxième 5, et surtout permettre aux Warriors de limiter la casse quand Steph Curry souffle sur le banc. Allez, on discute avec notre meneur de jeu, qu'on n'a pas présenté d'ailleurs en point de garde, meneur de jeu, Matisse Keita. Les Warriors, ça joue vite, ça se passe la balle, ça tire, ça porte pas forcément le ballon. Chris Paul est plutôt un meneur qui a besoin justement d'avoir la balle entre les mains, jouer les pick and roll. Est-ce que tu penses que ça peut fitter quand même avec le style de jeu des Warriors? Moi, je pense que ça peut fonctionner. Ouais. Parce que,
leur système qu'ils ont depuis des années. Ouais. Je pense que Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ils s'essoufflent un peu quand même, mine de rien. Voilà, ça fait des années qu'ils font ça. Et je pense que Chris Paul peut leur amener un petit peu autre chose. Après, est-ce qu'ils vont trouver le juste milieu ? Je suis pas sûr. Et surtout en fin de match, Chris Paul, 6e homme, on le met. Enfin, je pense pas qu'il acceptera d'être sur le banc sur une fin de match. Ok. Donc comment ça rend le line-up. C'est un choix pour finir. C'est un choix, ça rend le line-up plus petit quand même encore, parce que ça fait Chris Paul et Steph Curry. Ça fait du very, very small ball. Ça peut être intéressant, parce que ça peut justement permettre de... Steph Curry, Klay Thompson, ils vont avoir leur shoot, mais peut-être que Chris Paul pourra faire briller d'autres joueurs. Oui, et puis leur donner les ballons à ces deux splash. Pour ceux qui ont suivi les matchs, hein, pas forcément chez nous, mais la série de playoffs contre les Kings, à la fin, Steph joue tous les pick and roll. Donc avoir peut-être quelqu'un pour le soulager à ce niveau-là, ça peut quand même être intéressant, quoi. Ça peut, ouais. C'est 50-50. Soit ça marche très bien et ça peut leur ramener un autre titre. Ok. Soit c'est so-so et au contraire ils font comme l'année dernière, un play-off, pas plus quoi. Ok. Alors on se lance dans notre pronostic un peu, on va dire le classement que l'on verrait nous du côté de la conférence Ouest, classement difficile à faire, incroyablement dense et difficile. On commence par toi Rudy. On y va ? On part sur les play-in. Allez, on part sur les surprises, ouais. Alors en surprise... Juste tu nous les énonces et après on en discute. Alors moi j'ai mis les Mavs, les Pelicans, OKC, Blazers, les Spurs et les Jazz. Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, ouais. D'où la densité de la conférence Ouest. Après si on doit en ressortir quelques-uns, je dirais en dehors, donc sur les surprises, les Spurs. Ok. Parce que effectif jeune, Wemby. On en discute après. On a un homme qui va nous expliquer en plus comment ça se passe au niveau des Spurs. On va profiter de sa science et de sa présence sur place. J'enchaîne avec toi, Paul. Les Spurs sont également potentiellement en play-in. Quand on parle de surprise, c'est aller chercher la 7e, 8e place. On parle de ce type de position. Oui. Moi, j'ai mis surprise positive, mais négative aussi. Parce que les Mavericks, par exemple, comme l'an dernier, je les vois pas. Enfin, la saison dernière, je les vois pas en play-off. D'accord. Donc les Mavs, pour eux, ce moi, serait. C'est une surprise et Houston Rockets, bon, je les ai mis en surprise, mais pour moi, ils ne feront pas non plus les play-offs, mais ils seront meilleurs que ce qu'on veut bien croire aujourd'hui. Très bien. Voilà. Mes surprises, New Orleans et Oklahoma City, je les vois meilleurs au KC. Je développerai peut-être après si j'ai le temps, mais on va s'attarder peut-être sur une franchise qui ressort au niveau des surprises. C'est celle de San Antonio. Surprise parce que on les voit être meilleurs forcément que la saison dernière avec un roster un petit peu new look, avec un certain Victor Wembanyama. Benjamin, on parlera de Victor un petit peu plus tard dans l'émission. Moi, je veux qu'on reste sur la dimension un peu collective des Spurs. Nouveau cycle, toujours le même coach, nouvelle hype parce que Wemby. Est-ce que sur la globalité de ce que tu as pu voir depuis quelques semaines, on est, ça y est, reparti sur un projet qui peut faire play-off, voire plus, sur plus qu'un malentendu? Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une marge de progression parce que l'année dernière, ils ont gagné que 22 matchs. Donc fatalement, avec Wembanyama, Devin Vassell qui est de retour en forme, il faut attendre quand même plus que ça. Et puis l'effectif progresse d'année en année. Donc fatalement, on peut imaginer que cette année, ils vont gagner 10 à 15 matchs de plus. Maintenant, je pense que c'est encore ambitieux de les voir comme une future équipe de play-off, voire de play-in, ou alors vraiment en bout de play-in, parce que c'est une équipe qui doit encore se trouver, qui ne sait pas encore utiliser Victor Wembanyama. C'est une équipe dans laquelle on va développer un jeu très original avec, on imagine, beaucoup de minutes pour, par exemple, Jérémy Sohan au poste de meneur. Donc, il va falloir vraiment trouver une alchimie avec tout ça et réussir à trouver le rythme avec un jeu qui est très particulier. Donc, ça va être très difficile. Donc, je pense qu'ils auront une période d'adaptation et que les Spurs ne vont pas faire un énorme bond en avant comme on peut éventuellement l'attendre, mais plutôt se situer autour peut-être des 30 victoires, ce qui serait déjà 10 de plus que l'année dernière. Effectivement, ce serait déjà 10 de plus. On se souvient des déclarations qu'on n'a pas ici, mais de Victor qui, très ambitieux, disait qu'il était potentiellement capable d'aller chercher quelque chose de très gros dès cette année. Mathis Keita, joueur en activité. Est-ce que cette équipe des Spurs est repartie sur un nouveau cycle avec cette jeunesse, Trey Jones, Devin Vassell qui vient de re-signer un contrat longue durée, Keldon Johnson, Jeremy Sochan et donc Victor Wembanyama? J'ai envie de m'enflammer. T'as envie de t'enflammer? J'ai envie de te hyper. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, c'est bon, il y a Wemby, play-off, même pourquoi pas passer un tour de play-off. Ok. Mais voilà. Pas plus? Non, j'y crois pas trop. La densité de la conférence Ouest? Je pense qu'il faut
Il faut au moins 1 an ou 2 pour créer quelque chose, rajouter un joueur ou deux, avoir quelques tours de draft. Je pense que c'est encore un peu juste. Okay. Et que je pense qu'il faut un peu de temps. Mais s'ils font mieux, je serais très content. Les surprises avec Rudy, je reprends tes équipes, Dallas, New Orleans, Portland, Utah, San Antonio. San Antonio, on vient d'en parler. Dallas, on en a un petit peu parlé. On pense qu'avec Kyrie et Doncic, ça peut pas marcher. On peut peut-être même développer. Dallas m'intéresse, tiens. Ouais, moi c'est Dallas, il faut faire un petit focus là-dessus parce que quand même, déjà, ils ont très mal fini la saison dernière. Oui. Ils sont sur les 10 derniers matchs, je crois qu'ils sont sur 8 défaites, 2 victoires, donc c'est quand même c'est pas très bon. Dynamique négative. Et donc oui, sur la fin, ils ont vu qu'ils n'atteignaient pas les play-in, ce qui est quand même bizarre quand même à dire. Ouais. Les play-in pour les Mavs avec Irving et Doncic. Non. Est-ce que tu crois en ce duo? Au niveau de l'effectif, resserrons l'angle. Ça n'a pas beaucoup bougé. Resserrons l'angle. Est-ce que tu crois en ce duo? Bah, c'est ça. Complémentarité. Moi, je mets tout mon espoir sur Jason Kidd. Pour moi, c'est lui la pièce maîtresse. Okay. C'est à lui de faire jouer ces deux joueurs-là ensemble, faire carrément jouer l'effectif. C'est à lui de focaliser Doncic sur son rôle de franchise player et de mettre à jouer de cette équipe. Mettre à faire jouer. À faire jouer, oui, voilà. oui. Ouais. Alors, non, mais très important parce que j'ai l'impression que c'est un peu sa marge de progression. Non, mais c'est surtout le garder focus sur l'effectif. Ces dernières années, ces derniers mois, je trouve qu'il se focalise un peu trop sur sa propre personne. Okay. C'est pour ça que justement, il sort parfois de ses matchs et qu'il arrive à se faire sortir en se prenant des fautes techniques. Et je pense que cette année, pour garder quand même une certaine dynamique d'équipe, il faut qu'il reste focus là-dessus, sur le collectif et son apport justement. Et après, l'autre quid, c'est Kyrie Irving. Sur déjà sa faculté à rester concentré toute une saison sur le jeu, de pas partir sur des phrases ne serait-ce que médiatiques, sur certaines sorties qu'il peut faire. Perturbe peut-être, qui peut-être le perturbe pas lui, mais qui perturbe un peu son équipe. Voilà, son équipe, sa franchise, et après les blessures toujours avec Kyrie Irving parce que ça reste un joueur ces dernières années assez fragile. Et des fois, on se demande, est-ce qu'il n'écoute pas plus son corps ou sa tête que son corps? Enfin, joueur excellent, joueur fantasque. Les clés sont dans les mains de Jason Kidd, qui me paraît un coach assez léger, justement, pour ça. Mathis, encore une fois, meneur de jeu, on le redit. Là, on a quand même presque 2 meneurs de jeu sur le terrain, avec des profils différents. Un meneur leader qui aime bien avoir la balle sur le terrain, qui a encore peut-être des difficultés à impliquer les autres parfois, donc Doncic, colérique, etc. Et un talentueux qui va vite vers le cercle. Comment on adapte ça pour faire que ça marche ensemble? Là, les deux, ils sont vraiment scoreurs. Ils sont vraiment sur eux. Et je pense que pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un des deux qui ait cette capacité à faire jouer. Et je pense que Doncic en est capable, mais c'est pas ce qu'il veut. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ça va dépendre avec de Jason Kidd. Si en plus lui qui était un meneur, passeur incroyable, s'il arrive à rajouter ça dans le jeu de Doncic, et je pense qu'il en est capable, mais je pense que c'est le seul moyen pour que ça marche. Très bien. On avance un peu. On parlera sûrement de New Orleans un petit peu plus tard si on a le temps, parce que Zion devrait jouer au basket. On espère plus d'une semaine. On chambre un peu. On aime beaucoup le joueur et la hype qu'il avait il y a quelques années semble un petit peu disparue. On avance du côté des outsiders et on reprend la fiche de Rudy. Rémi Reverchon, c'était il y a quelques semaines. Rudy, donc les Kings sont outsiders pour toi, les Warriors, les Clippers et les Wolves. Pour Paul, il y a beaucoup de monde. Les Clippers, les Kings, le Thunder, les Warriors, les Timberwolves, les Grizzlies, les Pelicans. Et pour moi, même si ça compte très peu dans cette émission, on va l'afficher là. On a les Memphis Grizzlies, les Kings, les Clippers et les Mavs. Allons, parlons des... Thunder.
Ouais, exactement. Jeune et Allons-y. passionnant Thunder. Vas-y, je t'écoute. Bah écoute, moi j'ai hâte de les voir. Benjamin a déjà pu en voir une partie face aux Spurs, mais une équipe très jeune. Holmgren, on attend beaucoup de lui. Et puis évidemment Shai Gilgeous-Alexander qui sort d'un mondial incroyable. Josh Giddey qui a été très bon avec l'Australie. On attend qu'il franchisse un palier cette année. Enfin voilà, je trouve que cette équipe est très excitante. Est-ce qu'elle va rester comme ça? Parce qu'ils ont tellement de choix de draft que ça peut bouger. Ils peuvent tout casser d'un moment à l'autre, mais j'ai l'impression qu'ils veulent plus construire sur la durée autour de ces jeunes. Et alors, c'est peut-être encore un peu jeune, mais je pense que ça peut finir top 5, top 6 à l'Ouest assez aisément, on va dire. Je m'enflamme un peu. Ok. Minnesota, vous en pensez quoi? Il y a une interview de Rudy Gobert faite par Rémi Reverchon il y a quelques jours sur un match précédent à Abu Dhabi contre les Mavs. Cette équipe, on l'oublie, a toujours été plutôt bien placé dans la conférence Ouest. Ils ont enquiquiné les Nuggets. Ils ont enquiquiné les Nuggets en play-off. Ouais. On a un joueur qui s'appelle Anthony Edwards qui a l'air de continuer à grandir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette équipe soit une équipe bien positionnée dans cette conférence cette année? C'est l'année ou jamais pour eux, là, de toute façon. L'année ou jamais. Je pense, de toute façon, là aussi, il y a le destin de Kat, qui a été beaucoup blessé la saison dernière, sa complémentarité avec Rudy. Est-ce que c'est viable sur le long terme? Là, on va le savoir, j'espère, si les deux ne sont pas blessés. Surtout, il y a le retour de Jaden McDaniels. S'il arrête de mettre des coups de poing dans les murs, ça peut être très, très fort, tout ça. Donc, et puis Anthony Edwards, évidemment, qui s'est révélé un peu en rôle de leader au mondial. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose s'ils sont épargnés et si cette complémentarité entre Rudy et Karl Anthony Towns parvient à exister, quoi. Les Grizzlies de Memphis, sans Ja Morant suspendu par la NBA, qui va pouvoir voyager avec l'équipe, donc rester quand même au contact de la franchise. Il y a quelques arrivées, pas si hype que ça, mais un nom comme Derrick Rose pour peut-être encadrer Ja Morant. Est-ce que c'est la solution d'ailleurs, Mathis, d'avoir un joueur un petit peu mentor? On les voit d'ailleurs. Derrick Rose qui arrive, Marcus Smart. Voilà, Marcus Smart quand même. Et les départs de Tyus Jones et de Dillon Brooks. Allez, Marcus Smart, Dillon Brooks. On gagne ou on perd? Quand on perd Dillon et qu'on récupère Marcus. Compliqué. Compliqué. Ouais. Allez, j'ai envie de dire on gagne. On gagne? J'ai envie de dire on gagne. L'expérience. Ouais, l'expérience. Et il a beaucoup gagné, Marcus Martin. Et les joueurs qui gagnent beaucoup, ils apportent ce petit truc de beaucoup gagner. Winner, quoi. Ouais, un gars qui, quand il rentre sur le terrain, il veut gagner. Et dans le vestiaire. Et dans le vestiaire, ouais, je pense qu'on gagne. Qui était meilleur défenseur de l'année aussi. Je pense. On conserve la même identité, en tout cas défensive. Ouais, c'est pas un gros apport sur le terrain, j'ai envie de dire, mais dans l'envie de gagner, c'est mieux, je trouve. Ilan, je t'ai pas préparé à cette question, mais j'ai envie de revenir vers toi quand même et t'entendre me parler un peu de Ja Morant. Ça a fait pas mal de bruit l'année dernière hors basket. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une saison pour lui pour être le joueur mûr que tout le monde attend et aider justement Memphis à gravir les échelons dans la conférence Ouest? Je pense que le niveau de Ja Morant, tout le monde sait, il est énorme, il est génial, c'est un talent pur. Après voilà, son défi, je pense personnel, c'est regagner la confiance de sa franchise et surtout des fans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui se sont sentis un peu trompés, très déçus de lui, et je pense que ça c'est son plus gros défi de la saison et c'est ce qui va l'attendre cette année. Voir comment par exemple il va être accueilli dans les salles NBA, même sa propre salle à Memphis, et voir un peu ce que les fans ressentent sur son cas personnel. Bon, affaire à suivre, Ja Morant, j'ai pas le chiffre, je ne vais pas vous dire de bêtises. 25 matchs de suspension, merci. 30% de la saison. Merci messieurs, vous serez augmentés pour cette info. 25 matchs de suspension donc pour Ja Morant, qui devrait, je pense, très vite retrouver sa place de titulaire et ses dunks bondissants. On avance, on n'a pas parlé de tout le monde, dites-nous d'ailleurs dans le chat s'il y a des équipes que vous voulez qu'on évoque, on le fera bien sûr avec plaisir. Les favoris de cette conférence, pareil, très difficile à classer. Rudy, je lance tes favoris et tu en discuteras. Les Suns, les Nuggets, champions en titre, favoris pour beaucoup de journalistes et de bookmakers américains. Les Lakers de Los Angeles sont favoris. Bref,
Et Memphis pour Rudy. On a qui d'autre pour Paul? Denver forcément, les Suns avec un gros recrutement et les Lakers. Donc les Lakers sont très hype pour notre rédac. Et moi je les ai pas mis dedans. Moi j'ai mis les Suns, les Warriors. Ah si, les Lakers aussi sont dedans, excusez-moi. Et les Nuggets. Voilà, donc gros focus, c'est le moment d'en parler, hein, puisque les Nuggets sont favoris pour quasiment tout le monde ici. Ilan, tu es du côté d'El Paso. On va te faire un bond du côté de la Californie et de Los Angeles pour que tu puisses nous discuter. Nous parler des Lakers. Quelle saison on peut attendre de ces Lakers qui, l'an dernier, ont atteint la finale de conférence Ouest, sweepé, certes, mais est-ce qu'ils peuvent déjà se hisser à ce niveau-là et prétendre à plus? Alors du coup déjà on a eu un gros été du côté Los Angeles, ça a bien travaillé, on a beaucoup de nouveaux joueurs, on a Christian Wood, Gabe Vincent, Jackson Hayes, Taurean Prince, mais ce qu'il faut absolument retenir c'est les prolongations de contrat de Austin Reeves de 4 ans, de D'Angelo de 2 et de Hachimura de 3, et ce sans avoir réellement cassé la tirelire, donc c'est quelque chose qui est génial quand même pour les Lakers. On a l'impression d'avoir quand même une équipe qui est plus polyvalente, qui est plus expérimentée, et ça je pense peut-être qu'il va servir aux Lakers. L'an dernier ça aurait peut-être pu éviter un sweep, peut-être gagner 1 ou 2 matchs face aux Nuggets, même si les Nuggets étaient très bons. Par exemple ici il y a Johan Bois qui est le spécialiste des Lakers pour le média The Athletics, qui a lui-même classé 3e les Lakers dans la hiérarchie à l'ouest, derrière les Nuggets et les Suns. Donc, c'est-à-dire à quel point on croit vraiment en cette équipe qui a vraiment un potentiel. Après voilà, il y a des questions récurrentes avec les Lakers. Est-ce que AD va pouvoir tenir une saison entière sans faire d'aller-retour avec l'infirmerie? Et surtout, est-ce que LeBron James, qui a bientôt 39 ans, qui attaque sa 21e saison, peut tenir un rendement aussi bon que les années antérieures? Les enjeux de la saison de LeBron, on va s'arrêter dessus, c'est important. Il s'est passé en plus pas mal de petites choses le concernant sur le plan familial cet été. Les Lakers, 3e selon certains bookmakers américains, Paul. Bien sûr, évidemment, c'est une évidence. Non, mais alors, comme le dit très justement Ilan, ils sont beaucoup renforcés à des postes clés, même si pour la protection d'arceaux, je trouve que Jackson Hayes et Christian Wood, c'est pas des grands défenseurs, surtout Christian Wood d'ailleurs. Après, c'est très complémentaire. Hachimura va encore franchir un palier. Il a travaillé tout l'été avec LeBron. Non, il y a vraiment de quoi faire. C'est assez intéressant, mais évidemment, oui, LeBron, dans quel état va-t-il être? Alors la question, merci d'ailleurs Ilan, et on peut en discuter ensemble. On l'ouvre un petit peu. Est-ce que ce roster est moins dépendant de LeBron James et de la santé d'Anthony Davis selon vous, ou est-ce que c'est encore, ça s'appuie encore en grande majorité quand même sur les performances d'un LeBron qui vieillit de jour en jour, quoi. J'ai envie de dire, chaque grosse équipe, s'il manque un des deux meilleurs joueurs, ça va être si on enlève Jokic ou Murray aux Nuggets, donc beaucoup d'équipes sont très dépendantes de leur duo de stars, donc ça va être peut-être encore plus prégnant pour les Lakers, effectivement. Ouais. Ilan, quelle saison attendre de LeBron James ? 21e, tu l'as dit, toujours aussi fringant, mais par contre de plus en plus blessé, LeBron. Qu'est-ce qu'on en dit aux États-Unis et qu'est-ce qu'on peut attendre encore de LeBron en tant que leader de cette franchise ? Personnellement, LeBron, on sait que ce qu'il veut, c'est une 5e bague, c'est un 5e titre NBA, comme d'habitude, on connaît tous LeBron maintenant. C'est pas impossible avec l'équipe qui l'entoure. On sait que c'est compliqué parce qu'à l'Ouest, il y a quand même d'énormes équipes qui entourent les Lakers. Même si là, il y a une sorte d'esprit d'équipe, quand même, j'aime bien l'aspect qu'en fait, on prolonge des joueurs, qu'on ne les échange pas. C'est quand même pas mal, j'aime beaucoup cet effet-là. Après, reste à savoir maintenant si LeBron James, son corps va suivre ses idées. On sait que voilà, il a bientôt 39 ans, qu'il est plus sujet aux blessures que d'habitude. Par exemple, au Media Day, il a dit au début du mois que lui, il était totalement apte à jouer et qu'il allait faire encore de grandes choses. Et son coach, lui, a répondu, Darvin Ham, que les Lakers allaient vraiment suivre de près sa situation au niveau santé et que LeBron James allait jouer un peu match après match, voir si on n'allait pas trop le cramer vite fait ou si on pouvait vraiment le voir jouer sur la longévité. Bon, il va falloir gérer la machine. LeBron James, vas-y, Rudy. Oui, sur LeBron James, après, il ne faut pas oublier que si les Lakers ambitionnent d'aller justement jusqu'au bout, il va falloir qu'il soit bon et soit surtout en forme, arriver aux playoffs. Derrière, il ambitionne aussi les JO. À un moment donné, la saison, il a 39 ans, comme on vient de le rappeler. Et il va falloir faire des choix. Donc, s'il veut se focaliser sur sa franchise, je pense que le coach... Il a l'air de vouloir toujours jouer en plus. Anthony Davis et LeBron James seront obligés de les limiter entre 60 et 70 matchs max, mais vraiment max sur la saison pour les garder en forme pour les playoffs et éventuellement, derrière, si eux ils le souhaitent, aller au JO. La gestion d'un corps de sportif de haut niveau.
Tu connais? À 39 ans, pas encore. Pas Je pense encore. que ça doit être. Mais en tout cas, cette problématique, comment on fait? Ouais, Est-ce qu'on a j'aimerais bien. besoin? Est-ce qu'on aime être en rythme? Ou est-ce que effectivement de temps en temps il faut dire non, là je peux pas, et puis je pousse au meilleur moment de la saison, quoi. Ouais, je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il sait exactement quoi faire, à quel moment pour être prêt à un certain moment. Okay. Voilà, il doit être en forme pour les playoffs. Après, le seul problème avec ça, c'est que l'équipe joue de deux façons différentes quand il est là, quand il n'est pas là. Et ça, je trouve que c'est compliqué à gérer, quoi. Hein. Ok, LeBron, je sais pas, il va rater 20 matchs. Pendant 20 matchs, on va jouer comme ça. Et là, boum, il revient. Bon, maintenant, on joue comme ça. C'est le l'alchimie, oui, effectivement. Ouais, LeBron sans LeBron, pas facile à gérer pour lui. AD aussi, Pareil avec avec son AD aussi. C'est ce que disait Paul. Dès qu'on retire un ou deux franchise players d'une franchise, justement, au bout d'un moment, bah, le jeu en c'est peut-être la marche que doivent franchir les Lakers maintenant. On sait qu'ils ne sont pas éternels, en tout cas pour LeBron. Ouais. Donc il va falloir s'adapter à cette situation. On doit avancer et parler des Suns, puisque c'est un gros recrutement quand même, les Suns. Donc on vous donne un potentiel 5 de départ. Bradley Beal, Devin Booker, Josh Okogie, Kevin Durant et Youssouf Nurkic. Voilà le 5 qui s'affiche. On va très vite. Je vois pas de meneur de jeu. Il n'y a pas de meneur de jeu de métier. Est-ce que ça reste quand même une équipe favorite à l'Ouest, même si les postes n'ont pas l'air d'être toujours bien équilibrés? Moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup. Je pense que déjà la NBA, c'est pas comme en Euroleague où il y a une grosse pression tout terrain, donc les gars ils peuvent monter la balle. Et puis il peut y avoir un meneur, en 6e homme qui vient organiser tout ça, et Booker peut dribbler. Enfin, c'est une belle équipe sur le papier. Hein. Moi, belle équipe. Arrivée Bradley Beal, Eric Gordon, Youssouf Nurkic, Drew Eubanks et les départs Chris Paul. Oui, Nurkic va faire du bien. Landry Shamet, Torrey Craig, Jock Landale et DeAndre Ayton. Un mot sur les Suns? Ouais, alors le petit souci, c'est la profondeur, même si donc ils ont recruté quand même Grayson Allen avec les échanges, ils ont pu quand même un peu renforcer tout ça, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de blessés, quoi. Ouais. Encore une fois, mais par contre, offensivement, ça peut être le feu d'artifice à chaque match, mais est-ce que tu peux gagner et défensivement, tout le temps? Ça peut être aussi les portes un peu... Parce que Nurkic, combien de matchs il fait ces 3 dernières saisons, quoi? J'ai pas le total, mais c'est quand même assez faiblard, donc s'ils arrivent à rester en forme, oui, pourquoi pas, ils peuvent battre tout le monde, quoi, mais je suis vraiment pressé de voir ça, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même l'effectif le plus complet de la ligue. Autre débat. Je trouve que c'est complet. Un peu limité. Avec Okogie aussi, qui est bien. Okogie, Eric Gordon, Watanabe. 5 majeurs, c'est vrai, peut-être un peu de profondeur. Il manque peut-être 2-3 bons joueurs de banc. Ça peut se trouver. On va aller vers Benjamin, qui est du côté de San Antonio, qui veut parler éventuellement des Suns, de la profondeur de banc, de la construction d'effectifs, Benjamin. Bah oui, bien sûr, je pense que déjà, je rejoins le côté où on n'a pas forcément besoin de meneurs et que globalement c'est bien équilibré. Maintenant, la grande question, ce sera comment est-ce qu'on tient le rythme des blessures. Au-delà de Youssouf Nurkic, il y a aussi le problème Kevin Durant qui a manqué pas mal de matchs ces dernières saisons, Bradley Beal aussi. On a quand même un effectif qui est globalement vieillissant, qui est propice à se blesser. Donc je pense que la saison régulière va être difficile et le grand enjeu, ce sera d'arriver en fait en forme, en play-off et pas d'arriver tout cassé et de se faire éliminer au premier tour à cause d'une absence toute bête en fait. Donc je pense que l'enjeu il est vraiment là et l'enjeu de la profondeur du coup il est là-dessus aussi. Comment est-ce qu'on soulage ces joueurs qui sont enclins à se blesser alors qu'on n'a pas beaucoup de profondeur? Ce sera le problème de Frank Vogel cette saison. Voilà. Le problème de Frank Vogel, bon. Un coach défensif pour une équipe offensive. Tout à fait, il va falloir qu'il progresse.